Alors que j'étais en train d'accoucher, ma belle-mère cruelle m'a ordonné d'arrêter de faire semblant et de préparer une tarte aux pommes. Quand j'ai refusé, ma belle-sœur m'a accusé d'avoir volé son bracelet de 12 000 $. Puis elle a chuchoté quelque chose à mon mari, et il m'a jeté dans la voiture pour m'abandonner sur une route déserte. Ma poche des os s'est rompue. Il m'a laissé seul et est parti ignorant la vérité. Des heures plus tard, en rentrant à la maison, il est resté figé de choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Isla et j'ai 32 ans. Si vous aviez demandé à quiconque me connaissait il y a 5 ans, on vous aurait dit que j'étais le genre de femme qui croyait en l'amour, la loyauté et la force tranquille. Je vivais à Spokane, dans l'État de Washington, une ville calme aux douces collines, où les familles se saluaient sur les trottoirs. J'avais un diplôme en art culinaire et une passion pour la pâtisserie. Mais je gardais mon rêve modeste. Je voulais un mari qui me respecte, ma propre cuisine chaleureuse, un jour, un enfant pour remplir cette cuisine de rire. Quand j'ai rencontré Liam, j'ai sincèrement cru avoir trouvé tout cela. Il était charmant, élégant et ne ressemblait à personne que j'avais fréquenté auparavant. Il m'écoutait quand je parlais, me faisait rire, et quand il m'a demandé en mariage, j'ai dit oui de tout mon cœur, même si je n'avais rencontré sa famille qu'une seule fois. Les signes avant-coureurs ont commencé quelques jours seulement après le mariage. Sa mère, Grace, faisait des commentaires sur mes origines modestes, comme si j'étais indigne du nom des Carter. Sa sœur, Tiffany, agissait comme si j'étais une sorte d'intruse, me souriant en face mais levant les yeux au ciel dès que j'avais le dos tourné. Au début, Liam me défendait. Il me disait de les ignorer, qu'il m'aimait et que c'était tout ce qui comptait. Je me suis accroché à ça, même quand les choses sont devenues plus difficiles. Nous avons emménagé temporairement dans la maison familiale pour économiser de l'argent, mais ce qui devait être temporaire s'est transformé en 2 ans. Mes parents, Richard et Martha, et ma jeune sœur Nathalie, qui vivaient de l'autre côté de la ville, n'arrêtaient pas de me dire que je n'avais pas à supporter ce manque de respect, mais je leur répondais que c'était juste un choc des cultures. Je me disais que j'étais patiente, que j'étais une bonne épouse. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai pleuré de joie. J'imaginais que les choses allaient changer, que devenir mère me ferait gagner leur respect, que peut-être Grace et Tiffany verraient que j'étais vraiment de la famille maintenant. Liam était heureux, ou du moins c'est ce qu'il disait. Pendant un temps, j'ai eu l'impression que tout pourrait bien se passer. Mais au fond de moi, quelque chose avait déjà changé. Liam avait commencé à rentrer plus tard, à me parler sur un ton bref et méprisant, et ne me touchait que lorsque c'était nécessaire. Grace soupirait bruyamment chaque fois que j'entrais dans une pièce. Tiffany se moquait de ma façon de marcher, de m'habiller, et même de mettre la table. Pourtant, je continuais à préserver la paix. Je me disais que les choses iraient mieux une fois le bébé arrivé. J'avais même recommencé à faire de la pâtisserie, discrètement, en prenant des commandes en ligne d'amis et de voisins. Mon rêve était toujours vivant, simplement caché derrière des portes closes. Mais ce que j'ignorais alors, c'est que Grace et Tiffany avaient leurs propres plans. Et bientôt, ces plans allaient briser tout ce qui me restait. J'étais enceinte de 7 mois lorsque la famille Carter a organisé un petit dîner à la maison. Ce n'était pas pour moi, bien sûr. Grace a dit qu'elle organisait une soirée vin entre femmes pour ses amis du quartier, et on m'a demandé de préparer les hors-d'œuvre, de nettoyer la cuisine et de ne pas me montrer pendant l'événement. Tiffany se pavanait en talons, portant mon parfum préféré sans me le demander. Quand j'en ai parlé discrètement à Liam, il a juste haussé les épaules et dit « Ce n'est qu'un parfum, Isla. Arrête de tout ramener à toi. » C'était en train de devenir sa phrase fétiche. En surface, la soirée s'est bien déroulée. Je suis resté à l'étage après avoir servi les amuse-gueules, les pieds enflés et douloureux, le dos tendu par le travail de la journée. Vers 23 heures, après que tout le monde soit parti, je suis descendu pour nettoyer et j'ai trouvé Grace faisant les 100 pas dans le salon. Son visage était pâle et crispé. « Il a disparu ?» a-t-elle dit, sans me regarder. « Qu'est-ce qui a disparu ?» ai-je demandé, sentant un frisson glacial me parcourir l'échine. « Le bracelet de ma grand-mère ?» a-t-elle lâché. Vieux de 4 générations, d'une valeur de 12 000 $. Il était sur ma commode ce matin. Tiffany est entrée dans la pièce, les bras croisés. Tu es la seule à avoir eu accès à sa chambre aujourd'hui. J'ai ri nerveusement, plus confuse qu'autre chose. Quoi? Non, je ne suis pas allé dans sa chambre. J'ai été dans la cuisine toute la journée. Grace m'a regardé avec des yeux de glace. Tu as des difficultés financières, n'est-ce pas? Tu as lancé cette petite affaire de pâtisserie en ligne. Peut-être avais-tu besoin d'un peu de liquidité.
Facile de mettre en gage un bracelet, surtout un qui ne t'appartient pas. Je suis resté bouche bée. Vous êtes sérieuse? Jamais je ne ferai ça. Je suis votre belle-fille. Je porte votre petit enfant. Tiffany n'a pas scié. Certaines femmes pensent qu'un bébé fait d'elles des membres de la famille. Ce n'est pas le cas. Je me suis tourné vers Liam, qui venait d'entrer dans la pièce. Son visage était impassible, comme une statue. Tu sais que je ne volerai jamais ta mère, ai-je dit en tendant la main vers lui. Il a reculé légèrement. N'envenimons pas les choses, a-t-il dit. Attendons un jour ou deux. Peut-être qu'il réapparaîtra. Sa neutralité était pire que la colère. Il ne me défendait pas. Il ne me soutenait pas. Il les laissait me faire passer pour une voleuse. Et dès le lendemain matin, les rumeurs s'étaient propagées. Grace a passé quelques appels à son club de bridge. Tiffany a publié un statut vague en ligne sur la trahison dans la famille. Je sentais les murs se refermer sur moi. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans la salle de bain, enlaçant mon ventre, murmurant à mon fils que je le protégerais quoi qu'il arrive. Mais j'ai aussi réalisé quelque chose de douloureux. Liam n'était plus mon partenaire. Il était désormais leur allié, et je n'étais que la femme qu'il tolérait jusqu'à ce qu'il n'ait plus à le faire. La semaine suivante, l'atmosphère dans la maison a changé. Je n'avais plus le droit d'entrer dans certaines pièces. Grace gardait la porte de sa chambre verrouillée. Tiffany a changé le mot de passe de son téléphone et s'est assurée que je la vois faire. Un jour, je l'ai surprise au téléphone en train de dire « Elle sera bientôt partie ». Il en a presque fini avec elle. Je ne savais pas si elle parlait de Liam ou de Grace. Peut-être des deux. Mais cela confirmait ce que je commençais à craindre. Il voulait que je parte. Nathalie est venue me rendre visite un après-midi, apportant de la soupe maison et des vitamines prénatales. Elle a immédiatement senti la tension. Quand je lui ai parlé de l'accusation du bracelet, ses yeux se sont enflammés. C'est un coup monté, a-t-elle dit. Il t'isole en espérant que tu craques ou que tu partes. Tu dois venir vivre avec nous. Mais j'ai secoué la tête. Pas encore. Je dois tenir jusqu'à la naissance du bébé. Si je pars maintenant, ils diront que je suis instable. Ils diront que je me suis enfui. Ils pourraient essayer de me prendre mon bébé. Elle a hoché la tête lentement, les larmes aux yeux. Alors promets-moi de me le dire à la seconde où ça empirera. J'ai promis. J'ignorais alors que le pire arriverait dans moins de 2 semaines, sur un sombre tronçon d'autoroute, sous la froide lumière de la trahison. Il était tard dans la soirée lorsque j'ai senti la première vague de douleur dans le bas de mon dos. Au début, j'ai pensé que c'était juste l'inconfort habituel du 3e trimestre. Mais la 2e vague m'a frappé plus fort. Je me suis plié en avant, agrippant le bord du comptoir de la cuisine, un sifflement aigu s'échappant d'entre mes dents. Quand je me suis redressé, j'ai réalisé que mon ventre s'était durci comme de la pierre. J'étais enceinte de 8 mois et demi, pas tout à fait à terme, mais proche. Assez proche pour que le travail commence à tout moment. J'ai appelé Liam. Il est descendu lentement, son téléphone à la main, la lueur de l'écran éclairant son visage indifférent. Des contractions, ai-je dit, en essayant de rester calme. Elles deviennent plus fortes. Je pense qu'il faut y aller. Il n'a pas paniqué. Pas extérieurement. Il s'est juste retourné et a appelé Grace et Tiffany, en disant « On l'emmène à l'hôpital ». J'aurais dû me douter que quelque chose clochait à ce moment-là. Grace a insisté pour venir. Tiffany a attrapé sa veste sans qu'on le lui demande. J'ai dit à Liam qu'il serait préférable que ce soit juste nous deux, mais il m'a ignoré. « Nous y allons tous », a-t-il dit. « C'est la famille. » Elle s'inquiète. Je n'y ai pas cru une seconde, mais je n'avais pas la force de discuter. Je voulais juste arriver à l'hôpital. Le trajet a commencé en silence. Les seuls bruits étaient les légers pings des textos de Tiffany et la respiration lourde de Grace sur la banquette arrière. J'étais assise sur le siège passager avant, berçant mon ventre, essayant de me concentrer sur ma respiration. Je comptais les secondes entre les contractions. 7 minutes. 6. 5. Puis Grace a parlé. C'est peut-être le bon moment pour l'admettre, Isla. Avant de donner naissance à un enfant que tu ne mérites pas. J'ai tourné la tête lentement. Pardon ? Le bracelet, a dit Tiffany, se penchant depuis le siège arrière. Nous savons que tu l'as pris. Si tu n'avoues pas, nous allons à la police, pas à l'hôpital. Je suis resté bouche bée. Je suis en train d'accoucher. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? A sifflé Grace. Tu n'utiliseras pas ce bébé comme bouclier. Pas pour échapper aux conséquences. J'ai regardé Liam.
Il fixait la route, la mâchoire serrée, sans rien dire. Je n'ai rien volé, ai-je dit, chaque mot tremblant m'éclaire. Et si vous ne m'emmenez pas à l'hôpital tout de suite, vous? Tu feras quoi? A lancé Tiffany. Appeler ta petite sœur pour qu'elle te sauve encore? C'en est fini de toi, Isla. Tu n'es rien ici. J'ai senti une autre contraction me frapper. Plus forte, plus longue. Je me suis plié en deux de douleur, un gémissement s'échappant de mes lèvres. Mon corps me disait que le temps était compté. Et puis Liam s'est arrêté sur le côté de la route. La voiture s'est immobilisée brusquement sur un tronçon sombre et désert. J'ai regardé autour de moi, confuse. Nous n'étions nulle part près de l'hôpital. Sir Khalili. Quoi? Tu ne reviendras pas chez nous. Tu veux accuser ma famille de t'avoir piégé? Tu veux jouer la victime? Alors fais-le toute seule. Il est sorti, a fait le tour jusqu'à ma portière, l'a ouverte et m'a tiré brutalement. Sors maintenant. J'ai crié, non seulement de douleur, mais aussi de choc. Je vais avoir ton bébé, Liam. S'il te plaît. Mais sa main a poussé. Ce n'était pas une poussée destinée à tuer, mais elle était assez ferme pour que je perde l'équilibre et trébuche. Mes genoux ont heurté le gravier, et j'ai senti un pop, puis de la chaleur. J'avais perdu les os. J'étais trempé, en pleine contraction, et maintenant en sanglots. Tiffany se tenait à l'extérieur de la voiture, les bras croisés. C'est peut-être le karma. Grace est remontée. Allons-y. Elle voulait tellement partir. Laissons-la faire. Et ils sont partis, tout simplement. On m'a laissé là, à genoux sur le bas-côté de l'autoroute, seul, en plein travail. Mon téléphone était dans mon sac, qu'ils avaient emporté avec eux. La route s'étendait, silencieuse, dans les deux directions. J'ai crié. La douleur augmentait. J'ai appuyé mes paumes sur le sol, essayant de me concentrer, de ne pas paniquer. S'il vous plaît, murmurai-je sans cesse. Que quelqu'un m'aide. Et quelqu'un l'a fait. Des phares sont apparus au loin. Un camion a ralenti. Un klaxon a retenti une fois. Une voix de femme a crié « Est-ce que ça va ?» Je ne pouvais même pas lever la tête. J'ai juste hoché la tête à travers mes larmes. En quelques minutes, elle était à genoux à côté de moi, composant le 911, sa main sur mon dos. « Tout va bien se passer », n'arrêtait-elle pas de dire. « Je suis avec vous. » Je ne connaissais même pas son nom. Mais à ce moment-là, elle était la seule personne qui m'avait vu, vraiment vu, et qui m'avait traité comme si j'avais de l'importance. Alors que la sirène de l'ambulance approchait, j'ai serré mon ventre et murmuré à mon fils, « On va s'en sortir. Je te le promets. » Les ambulanciers m'ont dit plus tard que j'avais eu de la chance. Si cette femme ne m'avait pas trouvé à ce moment-là, les choses auraient pu très mal tourner. Mais chance ne me semblait pas le mot juste alors qu'on me poussait dans l'ambulance, trempée de sueur, couverte de bleu à cause de la chute et morte de peur. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Ellie, mon fils, mon bébé, et s'il allait survivre à ce qui venait de se passer. Les contractions n'étaient plus espacées que de quelques minutes, vives et incessantes, et ma vision se brouillait entre la douleur et la panique. Les infirmières se sont activées rapidement. Je me souviens des lumières vives au plafond, des voix pressées, du contact froid d'un stéthoscope sur mon ventre. Une infirmière m'a tenu la main et m'a demandé mon nom, ma date d'accouchement, si j'avais des allergies. J'ai essayé de répondre, mais la douleur était trop forte. Une autre contraction est arrivée comme une vague, et j'ai crié, suppliant qu'on m'aide, et ils l'ont fait. Chaque personne dans cette pièce est devenue mon bouclier. De parfaits inconnus me traitant avec plus de soin et d'humanité que mon propre mari ne l'avait jamais fait. Ils ont fait naître Ellie par césarienne d'urgence juste 1 heure après mon arrivée. Je ne me souviens pas de grand-chose, de l'anesthésie, des lumières chirurgicales, du bip des machines, mais je me souviens du moment où je l'ai entendu pleurer. C'était un son aigu, brut, plein de vie, et il a transpercé toutes les peurs en moi. J'ai fondu en larmes, sanglotant tandis qu'une des infirmières murmurait « Il est là. Il va bien. » Ils l'ont enveloppé dans une couverture bleue et l'ont tenu près de moi, me laissant voir son petit visage avant qu'il ne soit emmené pour une surveillance néonatale. « C'est un battant », a dit le médecin. Et j'ai pensé, moi aussi. Quand je me suis réveillé dans la salle de réveil, ma mère était assise à côté de moi. Martha. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais son visage était ferme, tout en force et en feu. Elle a pris ma main et n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Mon père, Richard, se tenait à l'entrée, silencieux et pâle, tenant un sac en papier dont je savais qu'il contenait des encas que je ne mangerais pas. Et Nathalie, ma sœur, faisait les 100 pas près de la fenêtre comme si elle avait envie de frapper quelqu'un.
J'ai su tout de suite qu'il savait tout ce qui s'était passé. Je suis désolé, ai-je murmuré. Je n'ai pas appelé. Je ne savais pas comment. Ma mère m'a interrompu. N'ose même pas t'excuser. Nous aurions dû te sortir de cette maison il y a longtemps. Je t'ai laissé me convaincre que tu allais bien. Nathalie s'est tournée vers moi, des larmes de fureur sur le visage. Il t'a laissé sur l'autoroute en plein travail. Quelle sorte de monstre? Elle s'est arrêtée, les poings serrés, essayant de ne pas crier dans une chambre d'hôpital. L'infirmière est revenue pour vérifier mon état et a dit doucement, nous avons tout documenté. Les contusions, le travail prématuré lié au stress, l'appel au 911, tout est dans le rapport. C'est la première fois que j'ai réalisé ce que cela signifiait. Que je pouvais enfin agir. Je n'avais plus seulement un traumatisme. J'avais des preuves. Le lendemain matin, encore groggy de l'opération mais assez lucide pour prendre des décisions, j'ai dit à l'infirmière que je voulais parler à quelqu'un pour déposer une plainte. Ils m'ont mis en contact avec l'assistante sociale de l'hôpital, qui s'est assise à mon chevet et m'a aidé à commencer le processus. J'ai fait ma déposition complète, de la fausse accusation jusqu'au moment où j'ai été poussé hors de la voiture. Nathalie m'a apporté mon téléphone, récupéré dans mon sac qui avait été retrouvé jeté dans l'allée de notre maison. J'avais des dizaines d'appels manqués, aucun de Liam. Seulement des messages d'amis, d'anciens collègues, de quelques cousins éloignés qui avaient vu la nouvelle publication de Tiffany. Certaines personnes ne restent que jusqu'à ce qu'elles soient démasquées. Parfois, la famille doit faire le choix difficile. Je n'ai répondu à personne. À la place, j'ai regardé mon fils nouveau-né dans le berceau à côté de moi, rose et endormi, un bracelet d'hôpital trop grand pour son petit poignet. Ellie, mon garçon, le seul morceau de ce cauchemar qui était vraiment à moi. Et j'ai fait une promesse sur le champ. Je ne laisserai plus jamais personne lui faire du mal comme il m'en avait fait. Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'hôpital, j'ai demandé un stylo et du papier. J'ai commencé à tout noter. Les dates, les noms, chaque insulte, chaque contusion, chaque menace dont je me souvenais. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement de partir. Il s'agissait d'obtenir justice. Et j'étais enfin prête à me battre. 3 jours après l'accouchement, je suis sorti de l'hôpital. Encore endolori par l'opération, mais plus éveillé que je ne l'avais été depuis des mois. Mon corps guérissait, mais mon esprit était en feu. La trahison s'était transformée en quelque chose de plus fort. Pas seulement de la douleur, mais un but. Ma famille m'a ramené à la maison. Pas chez les Carter, bien sûr, mais chez mes parents. Nathalie avait transformé la chambre d'amis en une nurserie douillette en une nuit. Et quand je suis entré, j'ai vu un petit berceau déjà monté à côté du lit. J'ai fondu en larmes. Pas parce que j'étais triste, mais parce que j'étais en sécurité. Cette semaine-là, tout s'est accéléré. Ma mère m'a aidé à contacter une avocate de famille locale nommée Claire Winters, réputée pour travailler avec les survivantes de violences conjugales. Lors de notre rencontre, je lui ai dit la vérité. Toute la vérité. Je n'ai rien omis. Claire a hoché la tête tout le temps, calme et concentrée. Quand j'ai eu fini, elle a dit, nous n'allons pas seulement demander le divorce. Nous allons demander la garde exclusive. Et nous allons porter plainte. Vous avez plus qu'une affaire, Isla. Vous avez des preuves. Elle avait raison. Le dossier de l'hôpital montrait les contusions et le travail prématuré induit par le stress. La transcription de l'appel au 911 de la conductrice du camion confirmait mon état lorsque j'ai été trouvé. Les images de la dashcam de Rachel me montraient seule sur l'autoroute, visiblement en souffrance. Et le meilleur de tout, la police avait obtenu un mandat de perquisition pour l'appartement de Tiffany après un tuyau d'une de ses colocataires et avait trouvé le bracelet manquant de graisse, caché dans une trousse de maquillage sous le lit de Tiffany. 12 000 $ de fausses accusations révélées par une cachette négligente. Liam a été arrêté dans les 48 heures. Les chefs d'accusation officiels étaient agression conjugale, mise en danger d'enfants et délaissement d'une personne incapable de se protéger. Grace et Tiffany ont été convoqués pour interrogatoire. Grace a tenté de prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu familial, mais les preuves disaient le contraire. Les audiences au tribunal ont été difficiles, mais nécessaires. J'ai dû tout revivre, les mots, les bleus, le moment où Liam m'a poussé hors de la voiture. Je me suis tenu devant un juge, armé uniquement de la vérité. Claire était à mes côtés à chaque étape. L'avocat de Liam a tenté de me dépeindre comme étant émotive et instable à cause des hormones postpartum, mais cette tactique a rapidement échoué. Le juge n'a pas été influencé. Les preuves étaient trop solides, le danger trop réel. Liam a été reconnu coupable de violence conjugale et de mise en danger d'enfants, un crime grave.
Il a été condamné à 3 ans de prison d'État sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. Grace et Tiffany ont toutes deux reçu des amendes, une ordonnance restrictive et une thérapie obligatoire pour mise en danger malveillante au sein de la famille. Il leur a également été interdit de tout contact futur avec Ellie, de façon permanente. En les regardant se tenir là, le visage vide et acculé, je n'ai pas ressenti de joie. J'ai senti que je tournais la page. Mais le moment le plus important est arrivé lorsque le juge s'est tourné vers moi et a dit « La garde légale et physique exclusive de votre fils vous est accordée. Vous êtes sa seule tutrice sous la protection de ce tribunal. » J'ai hoché la tête, tenant Ellie dans mes bras, sentant la chaleur de son petit corps contre le mien. J'avais gagné. Pas seulement le procès, pas seulement la garde, mais quelque chose de plus profond. J'avais reconquis mon identité, mon pouvoir, ma voix. De retour à la maison de mes parents, avec le berceau d'Ellie dans ma chambre d'enfant et les encouragements de ma sœur résonnant dans le couloir, j'ai commencé à me reconstruire de l'intérieur. Mon corps était encore douloureux de l'opération. Mon cœur portait encore les ecchymoses de la trahison, mais mon âme était complètement éveillée. Tôt le matin, quand Ellie faisait la sieste à côté de moi et que le monde était encore silencieux, j'ai commencé à esquisser des idées. Des recettes de muffins, des saveurs de scones, des pains sans sucre pour les nouvelles mamans comme moi. J'avais toujours aimé la pâtisserie, mais maintenant, cela semblait plus profond, comme une extension de la guérison. Nathalie m'a suggéré de partager mon parcours sur les réseaux sociaux. Pas seulement le traumatisme, mais le triomphe. Tu as une histoire, a-t-elle dit, et un talent. Utilise les deux. Alors, je l'ai fait. Avec l'aide de Nathalie, j'ai lancé une page Instagram appelée « Le Four d'Ellie ». Ce nom me faisait sourire chaque fois que je le voyais. Je postais des photos de biscuits en forme de chaussons de bébé, de brioches à la cannelle avec de petits cœurs en sucre, et des légendes honnêtes sur la maternité, le traumatisme et les secondes chances. À ma grande surprise, les gens ont écouté, puis ils ont commandé. D'abord, ce furent les amis de Nathalie, puis ses collègues, puis des inconnus. En un mois, j'avais plus de commandes que je ne pouvais en gérer depuis une seule cuisine. Nous avons transformé le garage en espace de préparation. Mon père a construit les étagères lui-même. Ma mère s'occupait d'Ellie pendant mes heures de pâtisserie. Nathalie a créé un site web simple. La communauté m'a soutenu comme j'avais toujours rêvé qu'une famille le ferait. Chaque cupcake, chaque livraison, chaque message de remerciement me rappelait que je ne faisais plus que survivre. Je réussissais. Un journal local a repris l'histoire. Une survivante d'abandon sur l'autoroute lance une marque de pâtisserie en l'honneur de son bébé. Ils sont venus à la maison, m'ont interviewé avec douceur et respect. J'ai dit la vérité, mais je me suis assuré que l'histoire se termine non pas dans la douleur, mais dans le pouvoir. Les photos me montraient tenant Ellie, souriante devant des plateaux de tarte à la crème vanille. Je n'ai pas mentionné le nom de Liam. Je n'en avais pas besoin. Ma vie ne tournait plus autour de lui. Au moment où Ellie a eu 6 mois, j'expédiais des commandes personnalisées à travers l'État. Nous avions des habitués, des clients fidèles, et même un café local qui vendait mes scones sous l'étiquette « Pâtisserie de la maman d'Ellie ». Un samedi après-midi, j'ai organisé une préouverture pour ma première boutique, une devanture accueillante au centre-ville de Spokane. Des murs blancs, des étagères en bois clair, une enseigne pastel et une photo encadrée d'Ellie au-dessus de la caisse. Nous avons servi des cupcakes gratuits à chaque enfant qui est venu ce jour-là. Une cliente m'a tendu une carte. « Merci », a-t-elle dit, « d'être la preuve que la douleur n'est pas la fin, c'est le début. » J'ai pleuré après son départ, non pas de tristesse, mais parce que j'y croyais. J'ai encore des moments où je sursaute au bruit soudain, où mon cœur s'emballe quand quelqu'un mentionne la garde d'un enfant, où je me souviens du gravier froid de l'autoroute. Mais je ne vis plus dans cette histoire. Je me la suis appropriée. Je crée à partir d'elle. Je construis à partir d'elle. Ellie grandira en sachant d'où il vient. Non pas la trahison, mais la force, non pas l'absence, mais l'ascension. Et quand il sera assez grand pour comprendre, je l'emmènerai sur ce petit bout d'autoroute. Je lui montrerai l'endroit où j'ai failli craquer. Et puis je le ramènerai à la maison, en passant devant le palais de justice, devant la pâtisserie, jusqu'à l'endroit où notre véritable histoire a commencé. Parce que cette nuit-là n'a pas été ma fin. Ce fut ma renaissance. Aucune femme ne mérite d'être abandonnée, méprisée ou réduite au silence. Surtout pas lorsqu'elle est au plus vulnérable. Cette histoire est un rappel que même dans nos heures les plus sombres, nous détenons le pouvoir de nous relever. Que vous vous battiez pour votre sécurité, votre enfant ou votre voix, ne laissez jamais personne vous convaincre que vous êtes impuissante. Vous n'êtes pas seul.
Vous n'êtes pas brisé. Et votre retour peut être plus fort que tout ce qu'ils ont essayé de détruire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager vos pensées en commentaire et de vous abonner pour d'autres histoires puissantes inspirées de faits réels. Votre soutien nous aide à continuer de vous présenter des voix qui méritent d'être entendues.